Alors bonjour à tous, comme promis, je reviens vers vous concernant l'installation automatisée de Windows 10 Pro dans un environnement UEFI. Donc dans la précédente vidéo, on a vu qu'on a utilisé cette option dans l'onglet Unattend Servicing qui permettait de faire un déploiement complet de Windows 10 Pro. Là ici, sur cette ligne, en bout de ligne, vous avez normalement les fichiers qui peuvent être utilisés au niveau de l'automatisation. Le problème, c'est que dans la réalité, il y a des dysfonctionnements. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui, on va voir l'option 6 ici pour installer correctement un Windows avec deux fichiers séparés. Et on va voir pourquoi. Donc tout d'abord, on va afficher la doc de Microsoft. Celle qui m'intéresse, en fait, c'est la doc Windows Setup Automation Overview. Il existe un fichier qui s'appelle setupconfig.ini qui peut être utilisé par le setup pour pouvoir faire une installation automatisée. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va basculer tout de suite sur la méthode dite classique que tout le monde utilise. Donc dans cette doc, on a ici l'explication comment installer Windows à travers un support et des fichiers XML. Ensuite, si on va un peu plus loin dans cette doc, on a la partie la plus critique qui s'appelle Implicit Answer File Search Order. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a un ordre bien précis de recherche des fichiers XML. Alors le fichier XML, ça peut être un unattend XML comme un auto-unattend XML, comme ça pourrait être aussi un fichier quelconque .xml. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Là, ici, on a un numéro au niveau du chercheur d'heure qui correspond à l'interface DISM-GUI à ces numéros-là. Donc ça va de 1 à 8. La dernière fois, dans la précédente vidéo, je vous ai fait utiliser l'option 8. Aujourd'hui, on va utiliser l'option 6. Si je reviens à la doc Microsoft, on nous dit que pour l'option 6, il faut utiliser les passes WinPE et Offline Servicing. Et on doit utiliser un fichier auto-unattend.xml que l'on doit placer dans le dossier source. D'accord? De la distribution. Et pour les autres passes, il faut utiliser un fichier unattend.xml et les mettre dans le dossier %windir /system32/sysprep. Alors %windir, en fait, c'est le dossier c2.windows. Donc le problème, c'est qu'on peut avoir une ambiguïté pour savoir où on doit mettre les fichiers. Parce que cette partie-là n'est pas complète. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors tout d'abord, moi je vais montrer la partie auto-unattend.xml et unattend.xml. Pour ça, j'ai préparé le terrain. Mais avant, on va préparer la machine pour pouvoir faire le TP. Donc, dans un premier temps, je vais me rendre dans mon dépôt parce que j'ai besoin d'un ISO DVD officiel de Windows 10. Donc, j'ai été en chercher un. Ensuite, je vais le monter dans l'Explorer et je vais récupérer, puisque c'est la version complète avec la version x64 et x86, je vais récupérer
simplement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie x64. Et je vais la mettre à la racine de mon dépôt, sur le lecteur D. C'est-à-dire ici. Donc je vais obtenir un dossier x64 qui va contenir l'image ISO DVD de Windows 10 Pro. Avec dedans, dans le dossier source, un install.esd que normalement je dois transformer en install.vim pour être exploitable au niveau de DISMGUI, au niveau du point de montage et au niveau de WSIM, le Windows System Image Manager. Je vais en profiter aussi pour éviter l'extraction de l'install.vim et l'extraction du point CLG par WSIM. Donc pour ça, j'ai déjà prévu à l'avance les fichiers qui m'intéressent et je vais les remettre dans la partie x64 source. En fait, ça m'évite de refaire l'exportation à partir du fichier install.esd vers le fichier install.vim. Et là, j'ai utilisé en fait une version de Windows 10 Pro, c'est-à-dire l'index 6 du fichier install.esd. On l'a vu dans la précédente vidéo lorsqu'on a utilisé l'option 8. Donc je ne refais pas la manip. Donc là, pendant que ça recopie, voilà. Donc si je retourne dans mon dépôt, dans le dossier x64, j'ai une installation complète de Windows 10 Pro parce que j'ai utilisé l'index 6 du fichier install.esd. Et dans le dossier source, j'ai placé mon install.clg qui sera utilisé dans WSIM. Normalement, c'est le catalogue qui est généré la première fois qu'on utilise une image de Windows. Ensuite, j'ai placé l'install.vim. Donc ça, c'est la version extraite du fichier install.esd. Celui-là, je peux le supprimer puisque j'en ai plus besoin. D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'on va créer un ISO de tout ça. Le bout de .vim, forcément, c'est le bout de .vim qui est dans l'install d'origine. Voilà. Donc ça, mon dépôt y est prêt. Ensuite, je vais vous montrer via WSIM le contenu des fichiers qu'on va utiliser. Voilà. On va ouvrir nos fichiers Unattend pour voir un peu le contenu. Alors là, on utilise l'option 6 de l'interface DISMGUI. Donc on aura bien nos deux fichiers, l'auto-unattend.xml, donc on va commencer par celui-ci. Et on voit que dans ce fichier, on va utiliser le Windows PE et l'offline servicing. Dans le Windows PE,
j'ai ajouté Microsoft Windows International Core WinPE et Microsoft Windows Setup Neutral. Donc quand on dit la langue neutre, c'est anglais US. Et ensuite, on peut avoir des langues spécialisées suivant la langue qu'on utilise. Donc ici, dans cette partie-là, j'ai basculé volontairement les options en français. Donc le clavier, le système local, donc en français aussi, l'interface d'installation de Windows en français. Éventuellement, si on veut revenir, s'il n'y aurait pas la bibliothèque française, on revient à la langue d'origine, c'est-à-dire anglais US. Et le user local, je l'ai mis aussi en français. Donc, dans le setup UI Language, j'ai mis français avec, s'il y aurait un message d'erreur, un affichage d'une fenêtre qui précise l'erreur. Ensuite, dans la partie Microsoft Windows Setup, on a les trois catégories que j'utilise: disque configuration, image install et user data. Dans le disque configuration, on va utiliser le disque 0 sous VirtualBox par la suite. Dedans, on va y créer 4 partitions. Une partition Recovery, une partition EFI, une partition MSR, c'est une partition réservée, et une partition primaire qui servira à recevoir l'installation de Windows à proprement parler. Il n'y a pas de taille parce qu'on va utiliser l'espace disque disponible restant. Donc ici, l'étendue, elle est validée. Ensuite, on va modifier les partitions. La partition Recovery, elle sera formatée en NTFS avec son parti D à 1 et son type d'ID, ça correspond en fait au masquage de la partition. Ça devient une partition système qui est utilisée par le système, mais de type Recovery. Ensuite, pour la partition ID 2 qui correspond à l'EFI, elle sera formatée en FAT32. Et son label, on va volontairement mettre un label à la valeur système. Pour la partition 4, on va mettre un label Windows, on va mettre une lettre C et on va la formater en NTFS. Dans la partie image install, OS image, on va installer notre image sur le disque 0 dans la partition ID 4 qui correspond au label Windows, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Donc sur la lettre C. Ensuite, pour la partie offline servicing, j'utilise donc l'entrée Microsoft Windows Setup Neutral. Dedans, on a initialisé le nom de l'ordinateur. Donc là, ça sera DD333-PC. On n'efface pas le contenu de la barre de tâches au niveau des icônes. Et on place l'organisation chez DD et on place le propriétaire DD333. Au niveau des informations OEM, on va mettre le manufacturer, donc le fournisseur, à la valeur DD333. On va mettre le modèle de la carte mère comme étant un modèle Motherboard Asus Z77. Et on va mettre des URL sur les supports, support d'application et support global, à l'adresse du GitHub de DD333. Comme ça, on fait un peu de pub. Ensuite, au niveau des heures de support, j'ai mis des heures fictives, ainsi que le support
téléphonique a une valeur fictive ici. Et le support, le fournisseur de support, ça sera DD333. Donc ça sera utile pour vérifier si le déploiement s'est bien passé. D'accord? Donc on continue. Donc il y a bien deux passes qui sont utilisées dans le fichier auto unattend ici. Il ne faut pas oublier de vérifier si les données sont valides. Donc je peux cliquer ici sur valider le fichier de réponse. J'ai aucune erreur, donc le fichier est apparemment correct. Alors pourquoi c'est utile? Il peut y avoir de l'obsolescence sur des variables qui ne sont plus utilisées. Et comme on réutilise souvent des fichiers, il se peut qu'il y ait des valeurs qui sont obsolètes. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder. Ah, j'aurais pas dû quitter, c'est pas grave, on va le reprendre tout de suite. On va regarder notre fichier unattend sur le choix 6. Et là, on voit qu'on a trois passes qui sont utilisées. La passe de généralisation, la passe de spécialisation et la passe OOBE. Dans la passe de généralisation, j'utilise Microsoft Windows Security SPP. Si je regarde, j'ai positionné la valeur de skip rearm à la valeur 1. C'est-à-dire que je positionne cette variable au cas où je devrais utiliser plusieurs fois de suite l'utilitaire sysprep qui permet de préparer la machine pour un déploiement. En effet, au bout de 3 utilisations, il peut y avoir un blocage. Donc le skip rearm permet d'éviter ce blocage. Ensuite, dans la passe de spécialisation, j'utilise Microsoft Windows Security SPPUX. Si je l'ouvre, j'ai dedans une variable skip auto activation à true. Ça permet en fait d'éviter que l'environnement, après installation, l'environnement Windows essaye d'activer la version de Windows. Donc en fait, ça le bloque. En fait, j'ai fait ça, pourquoi? Parce que je n'ai pas réellement de clé, c'est juste pour faire des tests en laboratoire. Voilà. Ensuite, j'utilise l'option Microsoft, le package Microsoft Windows Shell Setup. Dedans, on va retrouver des valeurs redondantes, comme le computer name, qui sera placé à DD333-PC. Le copy profil, je le mets à true. Pourquoi? Si je dois, imaginons que si je dois modifier mon image, je vais basculer en mode audit, et après modification, en fait, je vais resyspreper la machine et la rebasculer dans un mode OBE ou autre. Et je veux que lorsque je vais créer des nouveaux utilisateurs, je veux que toutes mes modifications soient propagées dans le profil par défaut. Comme ça, en fait, quand je crée un nouvel utilisateur, il va hériter du profil par défaut. Donc ça, cette variable permet de faire ça. Ensuite, on a répété le do not clean taskbar pour les icônes dans barre de tâches. On a stipulé un product key. Alors, c'est un product key qui n'est pas activable, hein. C'est simplement pour l'installation de Windows. Ensuite, on a remis le nom de l'organisation, le nom du propriétaire, donc là c'est chez DD, et ici le nom du propriétaire, DD333. Ensuite, au niveau de la passe au OBE, j'ai ajouté le package Microsoft Windows International Core. Dedans, j'ai stipulé que je veux la langue française. Ensuite, j'ai utilisé le Microsoft Windows Shell Setup. Ici, j'ai des paramètres redondants, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la time zone
qui sera mis à Roman Standard Time, qui correspond en fait à l'UTC plus 1 sur Paris. Au niveau de l'OBE, j'ai chanté les écrans de démarrage. Alors attention, le Network Location, le Skip Machine OOBE et le Skip User OOBE n'est plus utilisé, c'est obsolète ça. Et j'ai placé le PC au niveau protection en mode 3. Ensuite, au niveau des comptes utilisateurs locaux, j'ai initialisé un compte qui s'appelle DD333 et je l'ai mis dans le groupe administrateur. Et le display name, ça sera aussi DD333 pour éviter l'ambiguïté avec le login name. Voilà, c'en est fini pour le fichier unattend.xml. Si je vérifie sa validité, il n'y a aucune erreur. Donc il n'y a pas de problème. On va revenir à l'interface des ISMGui. Donc maintenant, on revient à la doc de Microsoft et on nous dit qu'on doit utiliser le WinPE et le Offline Servicing au niveau des passes à travers le fichier AutoUnattend et le mettre dans le dossier source. Le problème, c'est que ce dossier source, il existe à différents endroits. Alors pour ça, on va regarder notre image dans le dépôt. Si on regarde dans le x64, on a un setup ici et on a un dossier source. Dans le source, on a un fichier install.vim. Alors normalement c'est install.esd, mais après transformation et extraction en fait de l'édition de Windows 10 qui nous intéresse, donc là en l'occurrence c'était un Windows 10 Pro, on obtient un install.vim. Et ici on a un fichier boot.vim. D'accord? Et dans ce même dossier, on a aussi un setup.exe. Mais attention, sa taille diffère de celle du setup ici. On voit que la taille n'est pas identique. Eh oui. Donc, on va rebasculer sur l'interface des ISMGui et on va monter nos deux images, boot.vim et install.vim. Comme ça, on en profite aussi pour voir les nouvelles fonctionnalités des ISMGui concernant l'utilisation de plusieurs points de montage en même temps, enfin simultanément. Donc, on va sélectionner l'image dans le dépôt sur D, x64, source, boot.vim. On va faire ouvrir. Voilà. Dans le boot.vim, si on regarde la console, ici, on a bien le détail du boot.vim qui comporte un index 1 qui est le WinPE. Ça, en fait, c'est utilisé dans l'interface quand on boot sur le CD, enfin le DVD, et qu'on demande une réparation de Windows. En fait, en réalité, c'est le WinPE qui travaille derrière. Ensuite, pour l'index 2, on a la première partie de l'installateur de Windows 10. D'accord? Donc là, on va monter l'index 2, parce que c'est cet index-là qui nous intéresse. Et ensuite, on va le monter dans le dossier boot de mon dépôt, ici. Alors attention, ce dossier doit être vide. S'il y a quelque chose dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc, je le place sur boot et je fais montage en lecture-écriture par défaut. Hein. On ne met pas de coche ici. Pour avoir un accès en modification. On fait mount image et l'image va monter.
Donc on attend un peu. Voilà. On vérifie dans la console qu'il n'y a pas de code d'erreur. Donc là, ça a bien fonctionné. L'opération a réussi. Et on va se rendre dans l'onglet Unattend Servicing. On va choisir tout de suite l'option 6. On va rafraîchir les images montées pour avoir dans la liste ici l'image qui nous intéresse. Et on va choisir notre fichier Unattend qui est sur le bureau dans le dossier Unattend OK, choix 6, Auto Unattend. On vérifie bien qu'on a choisi le fichier Auto Unattend conformément à la documentation ici de Microsoft où on demandait un Auto Unattend XML et on le place dans le dossier source. D'accord? Donc, si je reviens à mon interface d'ISMGui, c'est le bon fichier. J'ai sélectionné mon option. Je suis bien dans le dossier boot sur l'index 2 et je fais un apply. On me dit que l'auto-unattend.xml détecté, donc en fait, oui, effectivement, il a détecté que c'était un auto-unattend. C'est juste pour la passe WinPE et offline servicing. Et ensuite, il a copié le fichier dans le dossier. Si je vais vérifier dans mon dépôt, alors dans boot et dans source, j'ai bien mon fichier auto-unattend.xml. D'accord? Maintenant que j'ai fait ça, je dois m'occuper de la prochaine partie qui correspond aux autres passes dans le fichier unattend.xml et je dois les mettre dans %windir %/system32 sysprep. Mais cette fois-ci, il faut mettre le fichier unattend.xml dans l'image install.vim. C'est pas la même image. Donc, on va aller sur l'interface d'ISMGui. On va revenir sur notre point de montage ici. On va sélectionner le install.vim de notre dépôt x64 qui est sur le lecteur D. En source, install.vim. Ah, tiens, il y a un petit aléa. On va mettre l'index 1. Dans l'index 1, on a bien un Windows 10 Pro. D'accord? On vient sélectionner le dossier de point de montage, cette fois-ci install. Alors j'ai fait le plus simple. Voilà. Et je vais monter l'image install.vim dans le dossier install de mon dépôt. Je fais mount. Vous voyez, je peux utiliser deux points de montage. Il ne faudra pas oublier, bien sûr, de les démonter proprement avec les modifications. Voilà. Le point de montage a été correctement monté. Voilà. Donc c'est l'image de install.vim avec un code de sortie de 0, donc ça prouve que la fonction a réussi. On va retourner dans notre onglet Unattend Servicing. Donc on va rafraîchir les points de montage et on va sélectionner le dossier install pour y placer
note fichier unattend.xml. On vérifie que c'est le bon fichier, donc c'est bien unattend.xml. L'option 6 est validée et on va faire un apply unattend. Alors juste avant de faire apply unattend, comme on peut le constater, il a détecté plusieurs points de montage. On a bien un point de montage sur boot et un point de montage sur install, avec les chemins et les éventuelles erreurs, éventuellement, concernant les points de montage, et le type de point de montage, s'il est en lecture ou en écriture. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc là, je vais cliquer sur Apply Unattend, et on voit qu'il a détecté un fichier Unattend XML. C'est utilisé pour les autres passes, et il a copié le fichier unattend.xml dans le dossier install, donc c'est bien notre point de montage, Windows System 32 sysprep, conformément à la documentation de Microsoft ici. Voilà, cette partie-là est faite. N'oubliez pas de quitter les éventuels notepads qui pointeraient sur les points de montage avant de démonter tous les points de montage, sinon il y aura un problème. On revient sur l'onglet Mount to Mount Control et on va démonter nos points de montage. Donc pour ça, on va commencer par le install.vim parce qu'il y a déjà les paramètres installés ici. On n'oublie pas de committer les changements et on fait unmount image. Et on attend. Voilà, l'image install.vim est démontée. Apparemment, il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, il faut démonter notre image boot.vim. Donc on va faire refresh mount image. On voit qu'il nous reste bien une image qui pointe sur le d2./boot, sur l'index 2. Le fichier attaché, c'est bien d2.x64 source boot.vim. Donc on vient sélectionner ici d2./boot et on fait un simple copier-coller dans Mount Location, ici. On n'oublie pas de mettre commit et d'appuyer, de cliquer sur Unmount Image. Alors ensuite, on pourra éventuellement vérifier qu'il n'y a plus de points de montage au niveau du système Windows actif. Donc là, la commande s'est bien passée. On n'a pas de message d'erreur. Donc si on veut savoir l'ensemble des points de montage qui sont encore présents sur le système actif, on clique sur Get Mount Image Info. Et là, on voit qu'il n'y a plus d'image montée. Le résultat de la fonction, c'est 0. Maintenant, on a notre dépôt x64 à jour. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller créer un ISO DVD hybride pour l'utiliser, pour le réutiliser dans VirtualBox. C'est-à-dire que là, mon dépôt ici, sur le D, en x64, là, c'est mon master que j'ai créé et je dois en créer un DVD ISO et je vais le mettre en ISO hybride pour le réutiliser sur VirtualBox. Donc, c'est parti. On va sur l'onglet OSC DIMG. On sélectionne les options qui vont bien. On met un label pour le disque. On vient mettre deux entrées
pour faire un ISO hybride. La première entrée sera utilisée pour le MBR, la deuxième entrée pour l'UEFI. Ici, on aura bien deux index sur le DVD. La source, ça sera notre dossier x64. La target, donc la cible, ça sera le dossier ISO, ici. On va quand même s'assurer que dans ISO, il n'y a pas d'ancien DVD. Normalement, je pense pas. Ok, il n'y en a pas. C'est parfait. Et on va l'appeler Win10 Pro x64.iso. Et on va faire un Make ISO DVD. Donc je vérifie les options. Effectivement, ça c'est bon. On fait Make ISO DVD. Alors attention, quand vous cliquez sur Make ISO DVD, c'est possible que vous avez l'interface qui paraît buggée, mais en fait non, elle bug pas. Hein. C'est parce que elle est occupée à créer l'ISO DVD. Donc ça prend énormément de ressources et ça bloque légèrement l'aspect graphique de l'application. Donc en fait, le système de gestionnaire de tâches de Windows, on le sollicite quoi en fait. C'est optimisable normalement. Ça fera l'objet peut-être d'une modification du programme. Donc voilà, une fois que le DVD, l'ISO DVD est créé, on va basculer sur VirtualBox pour tester tout ça. Donc voilà, l'ISO DVD est fabriqué. Code de sortie 0, donc apparemment ça s'est bien passé. Donc si je regarde dans mon dossier ISO sur mon dépôt, j'ai bien un Windows 10 Pro x64.iso. D'accord? Qui fait à peu près 5 Go 2. Bon, il est un peu plus gros qu'un ISO classique, hein, DVD. Normalement, c'est 4,7 Go, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Maintenant, on va quitter l'interface. C'en est fini de DSMD et on passe sur VirtualBox. Donc j'ouvre VirtualBox. Donc c'est la version 7.0.10, hein, la dernière en date. On va créer une machine virtuelle que je vais appeler mon test inattend. D'accord. Je vais faire pointer l'ISO sur le lecteur qui comporte les ISO avec le fichier Windows 10 Pro x64.iso qu'on vient de créer. Voilà, donc c'est des ISO Windows 10 Pro x64. Il a trouvé l'édition d'ailleurs, il sait qu'elle est en français, la version. Ensuite, on va éviter de mettre l'Unattend qui est intégré dans VirtualBox, parce que nous, on a le contrôle de notre Unattend qu'on a intégré dans notre support ISO. On va sélectionner le hardware. Alors moi, j'ai de la mémoire, donc je peux mettre 4096 et je vais valider une machine au format EFI. Donc on va utiliser l'UEFI. Ensuite, au niveau du disque dur, je vais mettre 80 Go. Bon, 50 c'était suffisant, mais bon, je préfère mettre 80. On fait finish. Je vérifie que l'assistant a fait correctement son boulot. Ça, c'est par acquis de conscience. Hein. Mais voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va mettre en route la machine virtuelle. Voilà, c'est parti. On va cliquer sur la fenêtre et appuyer sur la barre espace pour lancer le DVD. Et là maintenant, on patiente et on regarde.
Donc démarrage du programme d'installation. Le but étant de regarder si on a des écrans intermédiaires qui viennent bloquer l'automatisation. Logiquement, il ne devrait pas en avoir, si la partie auto-inattend ou inattend a été faite correctement. Donc c'est le début de l'installation de Windows. Donc là, il va copier les fichiers sous le disque dur. Voilà, préparation des fichiers pour l'installation. Donc pour l'instant, on n'a pas vu d'écran intermédiaire. Donc en fait, il a déjà validé le choix de la langue, le choix du clavier, le club de Microsoft. Alors voilà, ça c'est la première phase. Maintenant, le système redémarre. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie du logging. Donc on voit bien qu'on a un utilisateur DD333 qui a été déclaré. Par contre, il n'y avait pas de mot de passe, donc on nous demande de changer le mot de passe. Donc là, on fait OK. On va mettre un mot de passe. Il faut le confirmer, bien sûr. Et appuyer sur le... Pour passer à la suite. Le mot de passe a été changé. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va encore attendre un petit peu parce qu'il doit créer le bureau du profil utilisateur DD333. Voilà. On arrive sur le bureau de DD333. Donc là, il y a quelques notifications qui vont apparaître. Donc on n'a pas vu d'écran intermédiaire. Donc le zéro touch, entre guillemets, fonctionne. Ils appellent ça le LZTI. Donc, si je regarde les paramètres système, donc dans les paramètres système, on voit bien que le nom de l'appareil, c'est bien DD333-PC, conformément à ce qu'on avait demandé. On a bien l'intitulé du modèle de PC qui est ici, Overboard Asus Z77. Ensuite, si on descend, on a bien une édition de Windows 10 Pro en 22H2. D'accord. Ensuite, si on descend encore, on a bien le support, en fait, la rubrique support qui correspond en fait aux OEM informations. Dedans, on a le fabricant. J'avais mis DD333, un numéro de téléphone fictif, des heures fictives et un site web pour le support en ligne. Donc si je clique dessus, logiquement, il est redirigé vers le site GitHub de DD333. On le voit ici. Alors, par contre, Edge n'est pas encore configuré, donc à mon avis, il y a une phase de configuration, post-configuration de Edge.
Voilà. Donc l'application est au niveau du GitHub de DD333 et ici au passage. C'est VB DISMGui. Donc c'est une application en visuel basique. Mais .NET. Et les releases sont ici. Donc là, vous avez les releases avec l'exécutable et les sources qui sont intégrées ici. Ça, c'est les sources des versions maîtres. Donc voilà, ça c'est pour info. Je fais de la petite pub au passage, mais bon, voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de regarder. Donc là, on va fermer la barre. On va regarder dans gestionnaire disque ce qu'on a comme renseignement. Et en même temps, on va ouvrir une console DOS. Alors, au niveau des disques, alors je vous avais dit on a 4 partitions, mais il y en a une qu'on ne verra pas. On la verra plutôt dans la version CLI de Dispart. On a bien notre partition de récupération, on a bien notre partition EFI et on a bien notre partition Windows avec son label Windows ici. Et la lettre, c'est bien le C étendu à l'ensemble du lecteur pour la partie restante du lecteur sur le disque 0. Si on regarde avec Dispart, on a bien le nom de l'ordinateur ici. Alors si je fais un liste disque, forcément il n'y a qu'un seul disque. On va sélectionner le disque 0. On va faire un liste partition et un liste volume. Alors on a bien 4 partitions. Donc la partition de récupération, la partition EFI qui s'appelle système, la partition réservée MSR, donc ça c'est un prérequis Microsoft, pour un système UEFI, et ensuite la partition principale où on a mis notre Windows 10 Pro. Les labels on les retrouve ici, les formatages on les retrouve ici, donc ça m'a l'air correct, le FI en FAT32, le recovery en NTFS et Windows en NTFS. Alors ça par contre, normalement il faut éviter, mettre une lettre de lecteur sur le FI. On peut, mais bon, c'est pas recommandé parce qu'on ne sait jamais ce que les gens peuvent faire avec la partition EFI. Ensuite, ça c'est correct. Le hostname, bon, on avait vérifié, vu qu'on l'a vu dans les applications, il est ADD 333 PC, donc ça c'est normal. Ensuite, au niveau du regedit, on peut aller voir la clé d'enregistrement en fait du PC au niveau produit. Donc c'est dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, ici, et courante version. Dans la courante version, on voit bien qu'on a le registre owner DD333 et le registre organisation HDD. Voilà. Donc ça c'est correct. Donc voilà, l'intégration s'est correctement effectuée. Donc là, je peux fermer ma machine virtuelle. Alors je vous conseille d'aller voir une documentation sur le net sur une personne qui a fabriqué un outil qui s'appelle OS Builder sur le GitHub, ici. Dans la partie offline servicing, il explique les problématiques que l'on peut rencontrer sous MDT. Et dans cette partie-là, il explique comment
l'ISO DVD de Windows 10 officiel fonctionne. Et ensuite, il y a la partie la plus importante où il fait des comparaisons sur les fichiers par rapport au contenu des images et on voit qu'il y a une disparité au niveau de l'emplacement, notamment concernant les commandes de DISM. Et ça explique pourquoi, dans certaines conditions, les parties offline servicing ne sont pas initialisées. Donc ça conditionne aussi le choix de la mise en place du fichier unattend ou auto-unattend par rapport au dépôt où on met ces fichiers. C'est pas évident. Donc je vous invite à lire ça. Et surtout, ne pas oublier cette doc de chez Microsoft, où dedans, on explique l'ordre implicite de la recherche des fichiers unattend, auto-unattend. D'accord? Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, c'est pas évident, il faut vraiment bien regarder comment ça fonctionne. Et je vous dis à plus tard. Merci.